Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Aujourd'hui, si on pointe du doigt une défaillance comme le traitement des OQTF en France, on passe immédiatement pour un facho. Le problème des OQTF, on doit tout changer. Démis de ses fonctions pour avoir déclaré notamment que les malades du Covid étaient une aubaine financière pour les médecins. J'ai entendu les discours d'Emmanuel Macron. Il a promis que 100% des OQTF seraient traités. On a un taux de 6% aujourd'hui en 2024. On peut l'abattre, mais c'est une décision politique, ça n'a rien de médical. Si vous n'êtes pas votre propre médecin, vous êtes un imbécile. Mais c'est quoi ce gouvernement? Shut up. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, hein. C'est fatigant, hein. On aimerait dire nous sommes en paix, on aimerait dire nous sommes protégés. Eh ben c'est pas le cas, c'est pas le cas, et tant que ce ne sera pas le cas, eh ben on doit en parler. Non seulement on peut, mais on doit en parler. On doit parler de ce qui se passe avec les viols. Oui, tous les viols évidemment sont plus que condamnables, doivent être sanctionnés. Mais quand il s'agit d'OQTF, d'obligation, je le rappelle, je le redis, j'ai presque envie de ricaner si c'était pas aussi dramatique, obligation de quitter le territoire français. Obligation, encore une fois, je le redis, c'est un mot qui doit être barré du Larousse. Quelle obligation? 6%. Nous avons avec nous Claire Géronimi, qui a été victime, effectivement, d'un viol par OQTF, par quelqu'un qui était sous obligation, effectivement. Et on va en parler. On va parler de cela parce que elle se bat. Elle se bat pour, pas seulement pour elle, mais surtout pour toutes les personnes, pour les victimes, passées, présentes et à venir. On va en parler, et puis on va parler de quelqu'un qui est docteur, qui est médecin urgentiste et qui vient d'être radié à vie de l'ordre des médecins, je dis bien radié à vie. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas tout à fait d'accord sur les vaccins, la vaccination et autres. Radié à vie, c'est quand même pas rien. On va en parler justement avec le docteur Denis Agré. Et puis, comme vous le savez, les perles, vous allez voir, on va parler mode avec HH. Non, c'est pas élitaire. Vous allez pourquoi? La crise économique, etc., etc. Et puis, en seconde partie d'émission, on va recevoir Nicolas Pouvremonti, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Où en est-on? Où en est-on vraiment, au-delà des polémiques, au-delà des fantasmes, au-delà d'auberges espagnoles, où chacun raconte tout et n'importe quoi? Voilà quelqu'un qui sait ce dont il parle, et on va prendre le temps de décrypter, de faire l'état des lieux. Attachez vos ceintures, on est parti. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Allez, Capitula. Parle ton français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, mais je ne suis pas le seul. Qu'est-ce qui se passe effectivement avec cette répétition, cette litanie, cette lamentable litanie qui devient presque quotidienne, des viols et notamment des viols par quelqu'un qui est sous obligation de quitter le territoire français. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source. Alors André, aujourd'hui, le fait du jour, c'est: y a-t-il une omerta sur les affaires de viol par OQTF après l'affaire Philippines et toutes les réactions que ça a engendré? On en a parlé hier. Vous avez d'ailleurs, vous auditeurs, beaucoup réagi à ces problèmes avec ces réactions violentes sur l'affaire Philippines. Vous pouvez aujourd'hui continuer à réagir au 0826 300 300, mais place à André Berkov. Et place à Claire Géronimi, c'est bien ça. Bonjour Claire. Bonjour. Voilà, on va raconter un peu, et vous allez raconter cette histoire qui vous est arrivée, vous, ce drame qui est arrivé quand même en 2023. Et justement, vous avez eu un viol par quelqu'un qui était sous OQTF et qui, voilà. Et avant d'en parler, je voudrais vous faire entendre 2 ou 3 déclarations. La première, vous allez voir, c'est quelqu'un qui s'était engagé, c'était en 2017, il y a 7 ans, et il avait promis de faire quelque chose. Écoutez. Je veux être ici intraitable. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quel qu'il soit, seront expulsés. Ah ben formidable, voilà. Toute
personne, tout étranger qui commettrait un acte délictueux, quel que soit cet acte, il ne parlait pas seulement de viol ou d'autres, sera expulsé. Formidable. Enfin, un homme politique qui va tenir ses promesses. Eh bien, c'était Emmanuel Macron, président de la République, et c'était en 2017. Nous sommes en 2024. Il n'y a plus eu d'actes délictueux depuis 7 ans, comme chacun sait. Eh bien, on va en parler, et on va en parler d'abord avec quelqu'un qui est le père, le général Schmitt, le père d'Anne-Lorraine Schmitt. Je rappelle que ce père d'Anne-Lorraine Schmitt avait été mis en photo sur le mur des cons du siège du syndicat de la magistrature. C'est il faut le rappeler, ce petit détail. Et voici ce que disait là, tout récemment, sur Figaro TV, le monsieur Schmitt, le général Schmitt. Écoutez. Je vous défie de me trouver une seule mesure qui a été prise depuis 17 ans pour qu'un tel crime ne se reproduise pas. Alors, on a droit à du déclaratoire, on a droit à des grands discours, mais rien n'a été fait depuis 2007. Donc, il y a eu Anne-Lorraine, il y a eu Philippine, mais il y en aura d'autres. Dans les circonstances actuelles, il y en aura d'autres. Et il y a eu Claire, et il y a eu des dizaines et des dizaines d'autres. Il y a eu aussi des meurtres, il y a eu des tabassages, et rien n'a été fait. Écoutez encore une fois. Vraiment, on n'aurait pas envie d'en parler de façon régulière, mais encore une fois, hier sur Europe 1, voici ce que déclarait Marius Larrivé, le petit-fils de Berthe Picot. Berthe Picot, écoutez-moi bien, 91 ans, violé et tué en juin 2021 par un migrant clandestin pakistanais sous OQTF. Je rappelle, violé et tué par un migrant clandestin sous OQTF. 91 ans, Berthe Picot, écoutez. Aujourd'hui, si on pointe du doigt une défaillance comme le traitement des OQTF en France, on passe immédiatement pour un facho. La chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'aujourd'hui, c'est la société civile qui doit s'emparer du sujet. Moi, j'ai entendu les discours d'Emmanuel Macron. En 2022, il a promis que 100% des OQTF seraient traités. D'accord ? Que les gens envers qui on avait prononcé une obligation de quitter le territoire français seraient renvoyés dans leur pays. On a un taux de 6% aujourd'hui en 2024. N'importe qui, dans n'importe quelle boîte, je veux dire, s'il atteint 6% de ses objectifs, il se fait dégager, mais dans la minute. Ouais. Je ne sais pas s'il se fait dégager en 20 minutes. En tout cas, c'est clair que 6% des objectifs, c'est réussi. Alors, c'était pas en 2022, c'était en 2017, comme on vient de le dire. Claire Géronimi, vous, ça vous est arrivé ce drame il y a un peu plus d'1 an, c'est ça ? Exactement, c'était le 11 novembre 2023 où en fait je rentrais de chez moi tranquillement, j'étais en train de faire mes courses. Du coup c'était un samedi après-midi, il était environ 16h30. Oh oui, en plein jour quoi. En plein jour, ouais. Exactement. Et en fait j'ai tapé mon code de ma porte d'entrée, vous savez c'est des grandes portes cochères parisiennes et j'ai pas regardé derrière moi parce que normalement je pense qu'on ne doit pas forcément être obligé de regarder derrière soi quand on rentre chez soi. Et au final, en fait, je me suis fait suivre dans mon hall d'entrée. En fait, j'ai fait 5 pas et puis je me suis retrouvée plaquée au sol. Dans le couloir, après la porte d'entrée de l'immeuble, c'est exactement, ça ? Vraiment dans ce hall qui était très froid, où il faisait presque déjà à moitié nuit parce que on était en plein mois de novembre. Et en fait, c'est un homme qui a commencé il a commencé à m'étrangler, à me dire qu'il allait me tuer. Au début, je me suis dit que c'était juste un vol et qu'il allait partir et que voilà, ça allait se terminer comme ça. En fait, au final, j'ai compris qu'il voulait plus. Moi, j'ai essayé de me défendre comme je pouvais. On s'est défendu pendant presque 10 minutes quand même. Normalement, une agression, c'est entre 2 et 3 minutes. On s'est défendu pendant 10 minutes. Au final, je me suis essoufflée. J'ai essayé de vraiment me défendre, mais malheureusement, une femme face à un homme, c'est compliqué. Donc j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire, donc je me suis laissée violer et tout ça, au total, cette scène d'horreur, ça a duré 30 minutes environ. Et personne n'est passé, pas de voisins, pas de rien. Non, pourtant j'ai essayé de crier très très fort, mais malheureusement personne, parce que le 11 novembre, souvent, comme c'est un jour férié, les Parisiens partent en week-end. Et en fait, heureusement, il y a une voisine qui est descendue au bout de 30 minutes et qui l'a fait fuir. Après, la voisine, autre sujet, ne m'a pas secouru.
ce qui montre des fois un peu l'individualisme qu'il y a dans cette société, malheureusement. Du coup, elle m'a laissé dénudée, ensanglantée, où je suis rentrée chez moi enfermée à double tour. Ah bon, elle n'a pas appelé la police, elle n'a rien fait? Non, elle n'a pas appelé la police. Elle vous êtes montée toute seule après, ouais, d'accord. Exactement, alors qu'en plus de ça, elle est mère d'enfants aussi, donc je pense que elle aurait pu être compréhensive, mais elle avait un taxi à prendre parce qu'elle avait un train. Donc c'était plus important que de secourir peut-être quelqu'un. Donc voilà, après du coup j'ai les policiers qui sont venus chez moi, qui m'ont gentiment pris ma déposition. Il y a une vingtaine de policiers en tout. J'ai appris qu'en fait il y avait une autre fille juste avant moi qui avait été également violée par le même agresseur. Moi forcément, j'ai vraiment fait en sorte de me mémoriser tous les détails possibles pour pouvoir bien l'identifier. La police a fait un travail incroyable parce qu'ils l'ont retrouvé 1 heure après. Il était en train de se promener tranquillement comme un touriste sur les Champs-Élysées. Au final, il a été arrêté, il a été en garde à vue, maintenant il est incarcéré en attendant le procès. Il est en préventive, pour le moment, il n'y a pas eu de procès. Voilà. Là, il est en préventive. Mon avocat m'a dit que le procès serait d'ici 2 à 5 ans. 2 à 5 ans. Exactement. Alors que ça peut être dans 5 ans, quoi. Ça peut être dans 5 ans, ça peut être plus aussi, parce que peut-être que mon agresseur est aussi un violeur en série. On ne le sait pas encore, on est en train de voir dans la procédure. Alors, vous avez donc réagi. Est-ce que vous avez donc essayé d'appeler, je pense, les médias, etc. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu Comment vous avez, non pas vécu ça, on imagine comment vous avez pu voir ça. Vous étiez en état de sidération pendant assez longtemps, j'imagine. Non, pas du tout, justement. En fait, déjà, quand on se fait agresser, souvent on est détaché de son corps, mais souvent il y a beaucoup de personnes qui se souviennent pas de l'agression. Moi, je me souvenais vraiment de tous les détails. D'accord. Et en fait, après, j'ai vu le lendemain des articles sortir dans les médias, dans des faits divers, avec des informations complètement mélangées. Sur notre agression. Et en fait, je me suis dit, c'est pas normal. On peut pas banaliser cette violence. C'est quand même un viol, 2 viols consécutifs qui ont été faits en plein milieu d'une journée dans un quartier qui est quand même favorisé parce on parle du 8e arrondissement de Paris quand même. Ouais. C'était près des Champs-Élysées, pas loin. Exactement. Et en fait, je me suis dit, on peut pas laisser ça comme ça. Du coup, j'ai contacté un journaliste que je connaissais qui m'a fait passer sur TPMP. Parce qu'on s'est dit que c'était là où il allait avoir vraiment une grosse résonance aussi, pour toucher le plus de citoyens. Et après, au final, il y a eu la loi de l'immigration, et là, tout s'est enchaîné, où vraiment, moi, je dénonçais le fait que je comprenais pas pourquoi cet homme était sur ce territoire, parce qu'il était sous le coup déjà de 3 OQTF. 3 OQTF, exactement. D'accord. Et également, je voulais me faire passer un message de prévention pour les femmes, comme quoi il fallait faire attention aujourd'hui parce qu'on n'est plus du tout en sécurité en France. Et c'est comme ça qu'en fait tout s'essuie, et que du coup j'en ai parlé énormément dans la presse et dans les médias. D'accord. Et vous avez été accueilli comment? Enfin, je veux dire, les gens comprenaient, les gens où il y a eu aussi les deux facettes, c'est-à-dire les deux poids deux mesures, ou pas? Alors il y a vraiment eu 2 poids 2 mesures, parce que j'ai vraiment essayé de contacter tous les médias, que ce soit des médias plutôt positionnés à droite ou à gauche. J'ai eu beaucoup plus de réponses de médias de droite que de médias de gauche. Pourtant, c'est pas faute de les avoir contactés, mais souvent beaucoup de non-réponses. Enfin, le viol, c'est de droite ou de gauche. L'agression, c'est de droite ou de gauche. Je vois pas ce que le droite et la gauche vont faire là-dedans. Hein. Eh ben, écoutez, je ne sais pas. J'attends toujours leurs réponses. J'ai également essayé de contacter des associations féministes qui m'ont dit que mon histoire les intéressait pas non plus, que mon agresseur, de ce que j'ai compris en tout cas, j'en ai déduit que mon agresseur était pas le bon profil d'agresseur, et que moi j'étais pas le bon profil de victime non plus. Et ils vous ont dit ça comme ça, ou comment ils vous l'ont présenté? C'est intéressant. Vous adressez à non pas les associations féministes, quelles qu'elles soient, enfin en tout cas celles que vous avez vues. Ils vous disent quoi? Oui, mais on peut pas en parler. Oui, mais c'est le discours, c'est quoi? Écoutez, appelez, faites attention à vous, etc. C'est quand même un message plutôt bienveillant, mais nous, on ne pourra pas vous aider. C'est plus dans ce sens-là. Et pourquoi vous ne pouvez pas nous aider? Jamais aucune réponse, mais du coup, on est obligé non, mais je veux dire, quand vous posiez la question, pourquoi vous ne pouvez pas m'aider, on ne vous répondait pas. Non, on ne répond pas, et c'est comme les médias de gauche aussi, que je ne citerai pas, m'ont également sorti les mêmes excuses. C'était, je ne suis pas dans le même service que cette personne-là, donc en fait, je ne peux pas pouvoir vous
répondre. Oui, d'accord, oui, Voilà. c'est ça. C'est pas moi, c'est l'autre. Malheureusement, Exactement, si il on est se absent rejette, aujourd'hui, mais rappelé dans 2 jours. Hein. Exactement, c'est ça. D'accord. Et alors, et du point de vue de la justice, vous avez porté plainte, j'imagine? Oui, du coup, j'ai porté plainte directement après. Le problème, c'est que, en fait, moi, ce qui m'a étonnée, c'est que, du coup, on nous fait toute une batterie de tests, on doit aller aux unités médico-judiciaires. Déjà, on est plutôt très mal accueillis. Et après, on nous propose quand même un suivi psychologique. On nous donne un numéro d'une police, une personne qui travaille dans la police qui est psychologue. Sauf qu'en fait, elle est tellement débordée qu'au final, on peut avoir un rendez-vous d'ici 1 à 2 semaines. Ah, et d'accord. également, en plus de ça, on nous donne... Vous avez besoin d'un suivi de justice, enfin de suivi psychologique, pardon, et Oui. simplement il faut attendre. Il faut attendre et en fait moi je me suis rendu compte que je pouvais pas attendre parce que j'ai commencé quand même à avoir des idées noires aussi, alors que pourtant je suis une personne quand même assez stable et du coup j'ai dû prendre tous les frais en charge vraiment toute seule et depuis je pense 1 an j'ai dû dépenser plus de 2000 € en suivi psychologique. Donc, oui, vous moi. avez Et payé du coup, vous-même. je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les victimes ne sont pas du tout suivies, malheureusement. Et puis il y a les avocats, etc. En tout, vous avez, si c'est pas indiscret, vous avez dépensé combien depuis 1 an? Là, je pense qu'on est aux alentours de 15 000 €. Mais en fait, le coût d'une victime, du dépôt de plainte jusqu'au procès, c'est environ 35 000 € entre les frais d'avocat si on veut pas prendre un avocat commis d'office. Oui, commis d'office, oui. Et également si on veut avoir des suivis psychologiques réguliers. Donc c'est une somme que souvent, pas beaucoup de personnes n'ont. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'on est victime de son agresseur, de son bourreau, mais également de la justice. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas les moyens de le faire, vous vous trouvez toute seule. Et je suppose que vous étiez conseillère financière, je crois. Et vous avez évidemment, vous étiez en burn-out. Enfin, vous avez été obligé d'arrêter pour des raisons évidentes. On va continuer d'en parler. Claire Géronimi, restez avec nous parce que c'est très important de bien faire comprendre ce qui se passe. À tout de suite. Et si vous voulez réagir à ce témoignage, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Notre antenne vous est ouverte. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Claire Géronimi, victime d'un viol par un récidiviste sous OQTF en 2023. Vous nous avez raconté ce qui se passe et hélas, il n'y a pas de cas isolé là-dessus, ça n'existe pas. Vous avez pris contact avec des politiques, Claire Géronimi? Bien sûr, j'ai essayé de contacter tous les bords politiques. Il y en a qui m'ont répondu, d'autres non. Du coup, j'ai pu rencontrer certains politiques de certains partis. Est-ce qu'ils ont pris publiquement position? Il y en a qui ont pris publiquement position, d'autres non. D'accord. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de pouvoir contacter le gouvernement en lui-même pour vraiment avoir des réponses, parce que c'était justement Emmanuel Macron qui avait promis qu'il y allait avoir 100% des OQTF exécutés. Aujourd'hui, on n'a que 7% des OQTF exécutés. Donc, en fait, moi, c'était vraiment comprendre pourquoi il y a une défaillance, en tout cas de ce côté-là, de l'application des OQTF. Et à votre avis, pourquoi? Je pense, votre avis personnel, je pense de citoyenne. Peut-être manque de courage, manque de budget. Je ne sais pas, à voir. En fait, j'aimerais bien discuter avec eux pour me faire mon propre avis, parce qu'on entend beaucoup de choses, mais je pense que c'est beaucoup plus simple quand on a les réponses de ceux qui ont les leviers d'action. Certes, mais quand vous leur avez posé la question pourquoi il n'y a que 6% ou 7% des OQTF exécutés, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ou qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors, les autres partis politiques me racontent qu'il y a des problèmes avec les centres de rétention administratifs, qui sûrement il y a pas assez de budget, en tout cas, appliqué là-dedans. Après que c'est vraiment une manque de volonté aussi de la part de notre gouvernement actuel. Mais comme je n'ai pas eu de réponse de la part d'Emmanuel Macron... Donc vous, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux personnes qui seraient victimes potentielles? Encore une fois, je répète quand même aussi que les viols, il n'y a pas que des violeurs sous OQTF, il y a des violeurs partout, qu'ils soient français de souche ou pas français de souche, etc. Mais que quand on a une obligation de quitter le territoire français, il y a quand même quelque chose, parce qu'on mélange tout, on dit voilà, on mélange, vous m'avez dit vous-même d'ailleurs Claire, on mélange violence conjugale et viol. En quoi c'est très différent pour vous?
Pour moi, c'est très différent parce que, en fait, je me suis fait taper dessus aussi par certaines féministes de gauche parce qu'elles m'ont dit que, en fait, les viols qui étaient faits par des étrangers, dont des personnes sous OQTF, étaient moindres comparés à des violences faites aux femmes dans le milieu conjugal. Sauf qu'en fait, c'est des choses on vous dit que c'était moindre, c'était moins important. Moins important. Et en fait, c'est pas du tout comparable parce que les viols qui sont faits par des personnes sous OQTF, je pense que c'est des viols qui peuvent être évités. Et c'est également quelque chose, c'est quelque chose qui peut tout simplement être évité. Et du coup, oui, je me suis fait pas mal insulter là-dessus. Reprocher. Remonter les bretelles. Exactement, voilà. Sauf que, en fait, malheureusement, si on exécutait bien les OQTF, ça n'arriverait plus. Alors, vous avez un podcast Éclat de femmes, qu'on peut voir sur les réseaux, sur Internet, etc. Et vous comptez fonder une association. Exactement. En fait, comme je vous l'ai dit, le coût d'une victime, en moyenne, est de 35 000 €. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de victimes, par le biais de ma médiatisation, il y a beaucoup de victimes qui sont venues justement me raconter qu'elles se sentaient très isolées et qu'elles n'avaient pas forcément de budget pour pouvoir financer leur plainte et leur procès. Du coup, nous, ce qu'on compte faire avec Éclat de femmes, c'est qu'on compte mettre à disposition un soutien financier. Ah oui, qu'il y ait une caisse, oui. Exactement. Une cagnotte pour. C'est ça, du côté juridique, psychologique et également administratif. Et on aura aussi des bénévoles qui pourront être à l'écoute à toute heure des victimes. Ça va être lancé, que ce sera, à votre avis, opérationnel quand, votre association ? D'ici un mois. D'ici un mois. C'est pour ça qu'au début, on a commencé à lancer le podcast pour pouvoir créer notre communauté. D'accord. Voilà. Et dernière question, Claire Géronimi. Vu à l'état des choses et ce que vous avez subi personnellement, vous êtes pour l'autodéfense ? Vous êtes pour que les femmes, d'ailleurs, et les hommes, soient... alors, je sais que c'est une question politique qui fait beaucoup polémique, mais est-ce qu'il ne faut pas donner aux personnes comme ça, qui sont suivies dans leur maison, dans leur domicile ou dans l'immeuble, les moyens de se défendre ? Peut-être, ça serait... Quel est votre avis, votre avis personnel ? En fait, déjà quand on a une bombe lacrymogène, c'est déjà une arme blanche en fait. C'est ça qui est problématique. C'est considéré comme une arme blanche. C'est considéré comme une arme blanche. Je pense qu'une petite bombe à poivre, en tout cas moi c'est mon rituel, dès que je sors de chez moi j'en ai une, et je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui... Vous l'aviez avant ? Je l'avais avant aussi. D'accord. Malheureusement ce jour-là je l'avais pas et j'aurais même pas pu au final en fait l'utiliser. Oui, c'est donc ça. Peut-être qu'il faudrait employer des moyens. Après, de là à faire des ports d'armes, pourquoi pas. Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être voir... Non, mais des moyens d'autodéfense. Des moyens d'autodéfense, pourquoi pas. Quand vous dites vous-même une femme face à un homme, il n'y a pas les mêmes... Tout simplement, peut-être ce moyen de défense avec son corps, peut-être que l'État devrait peut-être financer des cours de self-défense pour les femmes. Ça serait peut-être déjà un bon commencement. D'accord. Merci Claire Géronimi, merci. À vous. Et puis j'espère que vous allez retrouver tout votre travail et tout le reste. Je pense que oui. Merci beaucoup. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Oui, viens voir le docteur, n'en pas peur. Oui, mais attention, encore faut-il que le docteur soit disponible. Et disponible. Par exemple, un certain Denis Agré. En 1994, Denis Agré était classé 3e en première année de faculté de médecine de Montpellier. En 2001, il est 1196e sur 5000 au concours d'internat en santé publique. En 2006, il est urgentiste. En 2011, il est reçu au concours de praticien hospitalier de santé publique. Et en 2024, radié pour alerter sur la dangerosité avérée des vaccins. Alors voilà, il est radié définitivement d'après Midi Libre et la Dépêche du Midi. Denis Agré, qu'on qualifie d'emblème des antivax, radié définitivement de l'ordre des médecins, et ça a été annoncé hier. Bonjour Denis Agré. Denis Agré, vous êtes avec nous ? Bonjour André Berkoff. Oui, bonjour. Alors, dites-moi, de me recevoir.
Mais écoutez, on reçoit tout le monde, on reçoit tous ceux qui ont la parole, c'est ça s'appelle la liberté. Denis Agré, on vous qualifie d'idole des antivax, comme on l'appelait l'autre idole des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes foncièrement antivax sur tout, ou c'est par rapport à la période du Covid? Expliquez-nous. Non, mais en fait, ni pour la période du Covid, ni... Ah, écoutez, je vous entends... En globalité, je suis pas... Attendez, on a des problèmes, excusez-moi, mais on a des problèmes de liaison. Allez-y, essayons. Vous n'avez pas votre téléphone? Je suis pas... Oui, allez-y, on vous écoute. Je suis pas anti-vaccin. Si vous voulez, j'ai alerté des effets indésirables. C'est comme on dirait, je suis anti-tabac parce que j'alerte des risques du tabac. Donc en fait, je ne suis pas anti-vaccin, c'est de la propagande médiatique organisée oui. Pour diviser. La seule chose à retenir de tout ça, c'est qu'il y a des effets indésirables graves et qu'effectivement, on a le droit de le dire et d'alerter. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas anti-vax par principe, mais vous dites il y a des effets indésirables, mais... Comment ça se fait que vous avez été... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Pourquoi vous avez été radié? Parce que vous teniez des propos, oui, on a dit, je rappelle, vous avez dit, oui, mais beaucoup de médecins, effectivement, vaccinent ou donnent le conseil de vacciner parce qu'ils sont, effectivement, de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques. Est-ce que vous n'avez pas généralisé un peu trop, Denis Agré? Je vous pose la question. Écoutez, sans doute... J'ai eu, je vais dire, des propos trop forts. Hein. Oui, parce qu'il ne faut pas dans généraliser. La décision, là, ils disent que je les ai traités de criminels. Je m'en suis excusé au mois de mai 2024 à la Chambre disciplinaire nationale et je m'en suis excusé sur les réseaux de nombreuses fois. Ils ne veulent pas recevoir m'excuse. Ils sont dans une espèce de colère, vengeance qui, malgré tout, au mois de mai, on a eu une audience plus que cordial et où avec mon avocate on est sorti en pensant que ça s'était relativement bien passé. Même l'avocat du Conseil de l'Ordre national s'est excusé auprès de mon avocate et 4 mois après on a une sentence qui est une exécution sommaire et ça c'est grave parce que ça attend ça attente à ma liberté d'exercer la médecine. Ouais. Et donc ça, c'est grave, quoi. C'est grave. Denis Agré, aujourd'hui, étant radié, vous n'avez plus le droit d'exercer votre métier de médecin, votre fonction de médecin? C'est-à-dire que si vous le faites, vous êtes dans l'illégalité? Mais écoutez, la radiation elle est exécutive au 1er janvier 2025, donc pourquoi au 1er janvier, c'est assez rigolo. Moi, vous voyez, j'ai encore un stéthoscope et je sais encore ausculter des gens. Oui. Denis Agré, écoute, excusez-moi, on va vous rappeler parce qu'il y a un problème de communication, de son. On va vous rappeler tout de suite. À tout de suite, Denis Agré, restez avec nous. André Berkoff, dans sa balance, reçoit Denis Agré, médecin qui a été radié à vie de l'Ordre des médecins, car anti-vax. Si vous avez une réaction ou un commentaire, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. On revient tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Denis Agré. On a eu quelques petits problèmes de communication et de son, mais tout va bien. Denis Agré, je voudrais donc qu'on reprenne ceci. Vous êtes aujourd'hui, alors effectivement, vous m'avez dit, et vous avez eu raison, parce que généralisant sur tous les médecins, en disant qu'ils sont tous effectivement inféodés ou en conflit d'intérêts, c'est une généralisation abusive, vous l'avez reconnu, et vous en avez parlé. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors, effectivement, on pourrait dire, d'accord, bon ben, il y a des gens qui, excusez-moi de la vulgarité, peuvent déconner ou aller au généraliser, mais après, est-ce qu'on les radie à vie? Moi, c'est quand j'ai appris ça, j'étais extrêmement étonné. Radie à vie, c'est quand on commet vraiment, je ne sais pas moi, une négligence mortelle, quand on fait un acte vraiment délictueux, et il y a eu des médecins, parfois c'est vraiment pas votre cas, Denis Agré. Tout à fait. Oui.
Tout à fait. Ben, en fait, déjà, mon avocat l'a souligné. Il y a 2 poids 2 mesures. Vous avez le professeur Christian Perron qui est passé en chambre disciplinaire. On l'a remercié pour ses propos. Vous avez le professeur Raoult qui a eu un blâme. Vous avez le docteur Fouché qui a eu 3 mois. Et Denis Agré, on leur a dit après un parcours rocambolesque. Il faut quand même rappeler que depuis 3 ans, le Conseil de l'ordre m'a fait la misère, pour dire simplement les choses. Ouais. Ils m'ont fait passer pour fou après avoir fait passer une commission d'expertise compétence qui a été favorable. Qui a été favorable à vous, enfin qui vous a été favorable. Oui, voilà, j'ai été vu par 3 experts auprès du tribunal de Montpellier en médecine générale pendant 2 heures questions-réponses en médecine générale. J'aurais aimé savoir si j'avais 16 ou 18 sur 20, pour ironiser un peu. C'était quand, Denis Agré? C'était en septembre 2022, et après en novembre 2022, ils m'ont fait passer une expertise psychiatrique où ils ont dit que j'avais des convictions délirantes. Alors les convictions délirantes, je me demande si c'est pas eux qui les ont à un moment. C'est peut-être le camp des Provax, vous voyez, pour les provoquer, pour aller toucher un peu là où ça fait mal. Mais si vous voulez, je l'ai écrit sur Twitter, je l'ai dit à mon avocat, je ne ferai pas appel de cette décision, c'est une décision politique. Ça fait 2 ans que j'ai 6 mois de prison avec sursis en appel, j'ai toujours pas eu d'audience d'appel, et cette sentence de 6 mois avec sursis, elle est catastrophique médiatiquement et pour mon image, mais c'est une sentence politique. Il faut savoir qu'en juin 2022, j'étais même pas convoqué pour mes propos devant le... Donc si vous voulez, on a affaire à une chose médiatique et politique, et moi j'attends, si demain c'est Michel Barnier ou Madame Dariussec qui me reçoivent et qu'on peut discuter de la médecine dans un bureau, mais écoutez, grand bien leur face, et tant mieux. Mais on est dans un moment de l'histoire extrêmement grave et dangereux, et je trouve que l'institution sanitaire, que ça soit l'ordre des médecins ou les ministres à qui j'ai tendu des perches, je leur ai écrit, m'ont jamais répondu. Encore la semaine dernière, j'ai appelé, j'ai eu, parce que j'ai le téléphone portable du directeur général de la santé, Grégory Emery, il m'a répondu juste par mail, un espèce de mail institutionnel, mais monsieur, il n'y a pas de problème cardiovasculaire avec les vaccins du Covid, regardez l'étude EPIPHAR. Sauf que les études EPIPHAR, il y a des biais rien que de périodes d'études sur les périodes. Ils ont fait une seule étude sur les problèmes cardiovasculaires qui s'arrête avant fin 2021. Donc en fait, si on refait pas cette même étude sur 2022-2023, bien sûr qu'on voit pas qu'il y a de problème cardiaque. Non, mais en tout cas, Denis Agré, Denis Agré, au-delà de cette étude EPIPHAR, on sait très bien, et c'est dans le monde, pas seulement en France, qu'il y a des problèmes qui sont posés. Moi, je n'ai pas, nous, on ne prend pas parti, on n'a pas à prendre parti. Je n'ai aucune compétence, moi, pour prendre parti. Simplement, il y a des études, effectivement, sur les effets secondaires ou les effets non indésirables d'un certain nombre de vaccins. En Amérique, on en parle énormément. On sait que plusieurs États américains ont déposé plainte contre un certain nombre de laboratoires. En Allemagne et partout, et des milliers, effectivement, de médecins et de scientifiques se posent des questions. Ça, c'est normal. Et d'un côté comme de l'autre, il faut refuser ces généralisations abusives et classer les gens dans le camp du bien comme dans le camp du mal. Je voudrais savoir... Je suis d'accord avec votre propos. Voilà. Et c'est un propos extrêmement intéressant. Voilà, je crois que non, mais il faut ouvrir la discussion. Je le dis, je radote là-dessus. Il faut avoir question à tout, et c'est très important. Et Denis Agré, je voulais savoir comment on réagit vos patients, en tout cas ceux que vous traitez. Je sais que vous êtes urgentiste, donc c'est comment ils réagissent, vos patients de Montpellier d'ailleurs? Enfin, moi, les gens que je soigne sont toujours quasiment tous satisfaits. Moi, vous savez, j'ai commencé à exercer la médecine d'urgence en 2006 quand j'ai été thésé. J'ai jamais eu de problème de faute grave médicale. Et quand vous voyez le soutien sur les réseaux sociaux et les témoignages que les gens m'écrivent, vous avez qu'à regarder la pétition qu'il y a pour ma réinscription qui date de l'an dernier, quand ils m'ont fait passer pour fou. Il y a 5000 commentaires de gens qui sont qui me gratifie, qui me remercie, et c'est extrêmement touchant. Mais si vous voulez, ce que je trouve très grave et très triste dans cette radiation, dans cette sentence, c'est que
le dialogue, il est rompu. Et moi, je n'attends... Vous savez, en novembre 2023, j'ai été réinscrit par une formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, après avoir produit 2 contre-expertises qui ont montré que je n'avais pas de conviction délirante et que j'étais apte psychiatriquement à exercer. Mais rien que ça, c'était un désaveu pour eux. Et ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés. Donc, en fait... Moi, je fais que leur tendre des perches. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, l'histoire, elle se répète d'une manière qu'on nous avait jamais enseignée. Je vais faire une allusion qui dérange, mais en fait, 39-45, c'est arrivé après le typhus, et dans les concentrations, ça c'est public, on a vacciné contre le typhus. Et là, on a le corona, et on vaccine contre le corona. Et on veut pas faire de... Mais sociologiquement, c'est la répétition. Alors, est-ce que les présidents... Oui, mais Denis Agré, vous permettez... Oui, est-ce qu'ils ont peur de microbes ? Est-ce qu'ils ont peur de microbes et que ça entraîne des décisions complètement disproportionnées, ou alors est-ce qu'ils se servent de la peur pour soumettre des populations? Mais alors, je pose la question. Alors non, c'est bien de poser la question, mais si je peux me permettre, Denis Agré, c'est pas en comparant 39-45 et ce qui se passe aujourd'hui qu'on résoudra le problème. Je crois que effectivement, il faut poser le problème scientifiquement. Il faut savoir, parce que c'est la seule chose, sinon ce sera des déclarations. Les antivax, on sait, ce sont des salauds qu'il faut éliminer. On dit un certain nombre de fact-checkers et d'autres politiques, ce qui est une imbécilité. Et les pro-vax, ce sont des gens qui sont des vendus, autre imbécilité. Ce qu'il faut simplement, c'est de se dire... mesurer vraiment et enquêter sur les effets indésirables et les dommages collatéraux, oui, ça c'est très important et on ne peut pas l'éliminer comme ça. Mais vous, Denis Agré, je crois qu'il y a un vrai problème, effectivement. Pourquoi et là la question est posée. Est-ce que vous êtes un danger pour la société? Sinon, pourquoi on vous radie à vie? Là, il y a un vrai problème. Non, mais est-ce que vous parlez de scientifiques? Oui. J'ai refait une vidéo récemment où j'ai montré avec à l'appui les notices des vaccins pédiatriques qui montrent qu'il y a des inflammations vasculaires, donc des vascularites du vaccin pédiatrique. Il y a une vidéo de la Société française de cardiologie avec 2 cardiologues qui s'appellent Carnès et Rouby qui disent « Ah, mais depuis des années, les myocardites dus au vaccin du DTP, donc diphtérie, tétanos, polio, qui est dans tous les vaccins pédiatriques, causent des myocardites. Les myocardites, on sait aujourd'hui que si elles ne sont pas diagnostiquées et traitées, ça évolue vers l'insuffisance cardiaque ou des décès. Donc, si vous voulez, il y a une sidération du système. Le propos scientifique, je l'ai, ça fait peur à l'industrie pharmaceutique, donc on préfère vous mettre de côté en disant non, c'est l'industrie pharmaceutique qui a raison. Mais si vous voulez... Quand il y a eu une étude en octobre 2022 de la Société française de cardiologie qui a dit que les gens qui avaient eu, ils ont fait un dosage de troponine aux soignants 3 jours après la 3e dose de vaccin Covid, il y en avait 5% qui avaient une myocardite. Donc, imaginez qu'on fasse des troponines à des non mais Denis Agré, et qu'on voit que les enfants ont des troponines élevées 3 jours après les vaccins pédiatriques. Peut-être que ça changera la donne. De toute façon, oui, on est bien d'accord, je vais vous dire, de toute façon, les études doivent se poursuivre, les enquêtes doivent se poursuivre d'une manière ou d'une autre. Mais je crois que de part et d'autre, il faut arrêter cette chosification. Et effectivement, en tout cas, la radiation à vie, ça me paraît quand même assez hallucinant, je le dis personnellement. Après, la discussion, elle est ouverte, nous n'avons pas à prendre parti. On va reparler de tout ça, Denis Agré, on va reparler parce que là, nous arrivons en fin d'émission de la première heure. On va en reparler, mais je vais vous dire une chose, c'est évitons vraiment de part et d'autre. Vous savez, moi j'ai reçu Perron, j'ai reçu Raoult, vous le savez, j'ai reçu Fouché, et j'ai reçu Vincent Pavant et tous les autres, et je vous reçois. Donc, question à tout, continuons de voir et on en reparlera très vite. Merci Denis Agré. Moi j'attends d'être reçu par l'Élysée, par des gens qui veulent discuter. Voilà, oui. C'est tout. D'accord. Eh bien écoutez, j'espère que ça se fera. J'espère pour vous. Et vous pouvez réagir sur notre antenne en appelant au 0826 300 300. Berkoff dans tous ses états revient tout de suite. Ici Sud Radio.
Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il est toujours intéressant de voir qu'une polémique peut naître aujourd'hui de n'importe quoi, de n'importe quel domaine et à n'importe quel sujet. Et aujourd'hui, ce sont les politiques si on veut, qui ont pris le relais et qui sont prêts à dire n'importe quoi sur n'importe qui. Pas à tous les politiques, mais certains, ils y vont vraiment avec une allégresse qui fait plaisir à entendre. Vous allez écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Lumière. Eh oui, MC Solar, victime de la mode. Alors, il y a des victimes de la mode, mais pas du tout celles qu'on croit. Non, ce n'est pas du côté de Chanel ou autre. Vous savez, c'est Cocteau qui disait la mode, c'est ce qui se démode. Mais là, c'est pas la mode, c'est la politique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Antoine Léaumont, député La France Insoumise, a vu une photo de Julien Audoul, député Rassemblement National. Voilà. Et comme vous le savez, entre la France Insoumise et le Rassemblement National, c'est l'amour fou. Hein. C'est vraiment, ils s'adorent. Vraiment, ils ne peuvent pas se passer les uns des autres. Quoi. Je t'aime moi non plus et qu'elle non plus. Alors c'est très simple. Julien Audoul portait une veste, voilà, dans une de ses vidéos ou de ses tweets ou de ses posts. Un logo posé sur la poitrine, une veste de pluie, et le logo c'était un HH. Alors c'est quoi HH? Eh bien c'est Helly Hansen, du nom de la marque de vêtements d'extérieur fondée en 1877 en Norvège. Eh bien voilà, Antoine Léaumont voit HH. Et c'était une vidéo d'ailleurs de Julien Audoul sur le meurtre de la jeune Philippine. On en a beaucoup parlé. On sait ce qui s'est passé, on sait ce qui se passe encore. Donc sa parka Helly Hansen qu'il portait. Voilà, et elle est disponible pour 250 €. Énormément de gens portent cette parka. Elle est très très connue, des sportifs, des gens très très divers. Eh bien, Antoine Léaumont voit cette parka Julien Audoul et il dit ah, il a une illumination HH, mais évidemment c'est HH pour Heil Hitler. Oui. Comment HH pour... Oui. Julien Audoul aborde ici une veine HH. Et écoutez-moi bien ce qu'écrit Antoine Léaumont. Julien Audoul arbore ici une veine HH, un classique des militants de l'ultra-droite pour faire référence à Heil Hitler, écrit l'admirable, effectivement, Antoine Léaumont. Voilà, et il ajoute, d'ailleurs ce n'est pas étonnant, enfin, cet homme est l'un des porte-parole du Rassemblement National, voilà. Donc, une marque Helly Hansen qui existe depuis 1877, une marque norvégienne de vêtements de parka, devient un élément hitlérien. Évidemment, en 1877, Hitler sévissait déjà, comme on sait. Voilà, c'est quand même tout à fait hallucinant que le débat politique peut arriver à ces abîmes. Je ne dis même pas, il n'y a pas du gaz de schiste en dessous, je ne sais pas si on peut descendre. Voilà, donc c'est bien, voilà, Helly Hansen, je ne sais pas comment ils vont réagir, mais très sincèrement, en arriver à te dire qu'une parka HH portée par un adversaire politique, c'est évidemment une parka nazie, vous donne le degré d'intelligence, de vivacité et de lucidité auquel sont arrivés un certain nombre, pas tous heureusement, de nos politiques. Allons, franchement, Antoine Léaumont, c'est pas sérieux ça, c'est pas sérieux. Vous en êtes là, c'est pas la peine de part et d'autre. Quelle est cette imbécilité et cette pauvreté de réflexion, de langage et de polémique? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Merci.
Aujourd'hui, André Berkoff, dans son face-à-face, reçoit Nicolas Pouvron-Monti, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Et ensemble, ils vont essayer de faire un véritable état des lieux de l'immigration. Nicolas Pouvron-Monti, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Effectivement, là, on a beaucoup parlé d'OQTF, mais c'est bien au-delà de l'OQTF qu'on peut poser la question. Et vraiment, on va essayer de la poser. Et d'ailleurs, vous la posez vous-même. Vous êtes, Marie l'a rappelé, vous êtes cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Au fond, aujourd'hui, on voit très 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 bien la polémique. Alors, c'est intéressant. Vous avez vu que Bruno Retailleau s'est permis de dire que l'immigration n'était pas forcément une chance pour la France. Ce qui a provoqué une ire de la part de ses adversaires en disant « ça y est, c'est l'extrême droite ». Voilà, on ne peut pas en fait polémiquer tranquillement ou parler tranquillement de quelque chose sans qu'il y ait l'étiquette. Donc nous, on n'est pas dans les étiquettes, dans la valse des étiquettes, on va essayer de parler du problème de l'immigration. Et d'abord, je voudrais vraiment commencer par cela. La première polémique, rapidement quand même, Nicolas Pouvron-Monti, c'est que certains disent, au fond, le mouvement migratoire, au sens d'ailleurs général du terme, qu'il soit européen ou extra-européen, mais on va surtout parler après de la migration extra-européenne, existe véritablement depuis quand je parle de mouvement de masse, enfin de mouvement de masse, je ne dirais pas critique, mais mouvement collectif important. En tout cas, pour ce qui relève de l'immigration extra-européenne en France et en Europe, le vrai point de démarrage est vraiment à dater de ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, les années 50-60, avec d'abord une immigration en provenance d'Algérie, pour l'essentiel, qui, sur sa première partie dans les années 50, ne relevait pas strictement d'une immigration, puisqu'il s'agissait de départements français. Oui. C'est un phénomène que la France a été parmi les premiers pays européens à connaître, à peu près en même temps que le Royaume-Uni d'ailleurs. Ça a été les deux premiers pays européens concernés par le phénomène. Et c'est ensuite une dynamique migratoire qui s'est élargie à l'ensemble du continent européen, en tout cas dans sa partie occidentale, et qui s'est accélérée au cours des décennies qui ont suivi, en se décorrélant de plus en plus de toute logique économique. C'est-à-dire que dans les 30 Glorieuses, il y a évidemment un enjeu de recours à la main-d'œuvre, un enjeu de pourvoir des postes dans des industries qui sont en pleine croissance. Depuis les années 70, il y a eu un vrai moment de rupture, non seulement quantitatif, mais on pourrait aussi dire qualitatif. Par là, j'entends le relatif aux motifs d'immigration. Oui. On est passé progressivement d'une immigration dictée par des impératifs économiques plus ou moins bien compris, mais qui pouvaient être entendus, à une immigration largement sortie du contrôle du politique, régie d'une part par les conventions internationales sur l'asile, le droit européen en la matière, et d'autre part par les jurisprudences, les juges, les décisions des juges. Et de ce point de vue-là, la marge de manœuvre du politique s'est trouvée restreinte en France comme dans bien des pays européens. Depuis donc les commissions européennes, l'Union européenne, etc. Quand est-ce que l'Europe a pris le pouvoir pratiquement? Parce que l'Europe a pris le pouvoir en cette matière, on peut le dire. C'est un processus continu. De ce point de vue-là, il y a vraiment deux temps. D'une part, il y a le temps de ce qu'on pourrait appeler les droits fondamentaux. La convention type en la matière, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne relève pas de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe. Néanmoins, son acquis est présent dans le droit de l'Union européenne. La CEDH va au-delà des seuls pays membres de l'Union européenne, mais elle concerne tout le continent. Qui date à peu près de quand? Alors, sa ratification par la France date du milieu des années 70, 74. Ensuite, il a fallu plusieurs années, plusieurs décennies même, pour qu'elle produise tous ses impacts, pour que le Conseil d'État, par exemple, puisse dire qu'on ne peut pas renvoyer tel immigré en situation irrégulière dans son pays, parce que ça contredit, par exemple, l'article 8 de la CEDH, qui est relatif au droit à la vie privée et familiale, parce que ça contredit l'article 3, qui interdit les traitements inhumains et dégradants. Or, on estime parfois, et notamment quand on renvoie des étrangers délinquants, qu'ils risquent de subir dans leur pays d'origine. D'où on ne les renvoie pas. Donc on ne les renvoie pas, c'est un motif d'annulation. Donc ça a été le premier temps. Et il y a un deuxième temps où on est sorti du seul champ des droits fondamentaux pour aller vers une mainmise politique de l'Union européenne sur ces sujets. L'exemple frappant des derniers mois, c'est clairement le pacte sur la migration et l'asile, qui a accordé aux institutions européennes des pouvoirs nouveaux en la matière. Pour ne citer qu'un seul exemple, parmi les dispositions de ce pacte figure une règle selon laquelle la Commission pourra désormais déclencher une sorte d'état d'urgence migratoire lorsque la poussée aux frontières extérieures de l'Union sera trop forte, par exemple les traversées en Italie ou en Espagne. Et cet état d'urgence migratoire permettra d'enclencher un dispositif de relocalisation des demandeurs d'asile. C'est-à-dire que
pour soulager, c'est comme ça que ça a été présenté, la pression sur les pays de première entrée, Italie, Espagne, Grèce, on va récupérer les demandeurs d'asile et les répartir entre les différents pays européens. Et ça, c'est une démarche qui sera à la fois initiée, enclenchée et pilotée par la Commission européenne. Alors attendez, c'est très important ce que vous dites, Nicolas Pouvremonti. Ça veut dire que en l'état aujourd'hui, les États européens ne pourront pas s'opposer à cette relocalisation migratoire? Alors, parmi les compromis qui ont été actés dans le cadre de ce pacte, on a quand même prévu une sorte de voie bis qui consiste en la capacité pour les États à contribuer financièrement à la prise en charge des demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'un État pourra refuser de prendre un certain nombre de demandeurs d'asile sur son sol, mais en retour, il devra aider financièrement l'État membre qui en aura la charge. C'est ça, il y a une dimension financière, une contrepartie financière. Après, même pour ce qui est de la relocalisation, ça pose quand même beaucoup de questions, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'États européens qui étaient hostiles, je pense notamment à tous les pays d'Europe centrale et orientale. Hongrie, Pologne, etc. Absolument. De fortes réticences aussi dans certains pays du Nord. On parle beaucoup du Danemark, dont la position migratoire, portée d'ailleurs par le gouvernement social-démocrate, est assez différente de ce qu'on peut percevoir en Europe de l'Ouest au sens large. Si demain, on relocalise de force, si je puis dire, des demandeurs d'asile qui souhaitent aller en France ou en Allemagne, en Pologne ou en Hongrie, en fait, l'Union européenne n'a aucun moyen de s'assurer que les demandeurs d'asile y resteront vraiment. Donc, de ce point de vue-là, d'autant moins qu'aujourd'hui, l'état du droit des frontières de l'Union européenne, c'est l'état actuel du droit de Schengen. Et l'état du droit de Schengen, c'est l'absence de tout contrôle aux frontières intérieures, c'est-à-dire aux frontières entre les États européens, quelle que soit la nationalité des personnes, tant pour les ressortissants européens que pour les ressortissants de pays tiers. Mais alors justement, Antoine Pouvremonti, l'Allemagne vient de rétablir, alors sous d'autres prétextes, vient de rétablir ses frontières. Ça tient ou ça tient pas, ça? C'est temporaire. C'est intéressant parce qu'on voit très très bien, enfin vous le voyez, vous le voyez un peu mieux que les autres, il y a quand même une réaction assez forte en ce moment d'un certain nombre de pays vis-à-vis de l'immigration de masse. Ils essayent de voir ce qu'ils peuvent faire. Et moi, la question qu'on se pose, et je ne suis pas le seul, enfin, on se pose tous la question de se dire, au fond, est-ce que c'est la question de l'Europe. Est-ce que l'Europe aura force de loi? Alors évidemment, il y a énormément de voies, de plans B et autres. Ou bien est-ce qu'effectivement, on risque, ou on le souhaite, ça dépend de la position qu'on a, de voir des États européens, y compris dans l'Union européenne, bien sûr, regagner une marge de manœuvre en disant non mais moi, écoutez, je peux pas continuer comme ça. Quelle est la... Ce qui est très apparent, c'est que là où l'Europe est défaillante, les États reprennent leur place. De ce point de vue-là, la décision annoncée par l'Allemagne à la fin du mois d'août d'un rétablissement temporaire du contrôle à l'ensemble de ses frontières avec d'autres pays européens est vraiment un élément marquant, mais c'est pas un élément complètement inédit. C'est-à-dire que l'an dernier, en 2023, vous avez eu environ un quart des États membres de l'espace Schengen qui ont activé des dispositifs de contrôle temporaire à leurs frontières. Dans le cas français, par exemple, depuis 2015, on a réintroduit la possibilité de contrôle temporaire, donc c'est du temporaire qui dure, toujours temporaire, notamment à la frontière entre les Alpes-Maritimes et l'Italie. Vous savez, la PAF est déployée sur place, avec des moyens qui sont largement insuffisants. La Cour des comptes, dans son rapport début janvier sur la question, expliquait que lorsqu'elle a envoyé ses magistrats inspecter les contrôles aux frontières rétablis entre les Alpes-Maritimes et l'Italie, il y avait en tout et pour tout 60 agents, dont 20 policiers de la PAF, pour garder 117 km de frontières. Donc il y a aussi la question des moyens qu'on se donne. Ça fait un peu passoire. Ça fait un peu passoire. Et le fait que ce temporaire dure et le fait que ce temporaire soit aussi largement utilisé par les États membres de Schengen, ça pose la question simplement de l'inadaptation du droit de Schengen. Schengen, dont le premier accord a été signé en 85, qui est vraiment rentré en vigueur en 95, qui a été conçu à une époque où les enjeux migratoires étaient beaucoup moins présents qu'aujourd'hui, notamment en termes volumétriques, tout simplement. Aujourd'hui, Schengen est clairement une aubaine pour l'immigration irrégulière. C'est-à-dire que lorsque vous mettez un pied aux Canaries ou en Sicile, vous pouvez circuler sans aucun contrôle. À Paris, à Londres, à Paris ou ailleurs. Dans un espace de 4,3 millions de kilomètres carrés qui va de la Sicile à la Pologne. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est clairement un phénomène d'appel d'air pour les flux irréguliers. Et alors justement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on le voit très 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 bien. Est-ce que, au fond, on peut dire quand est-ce que cette immigration, vous savez, il y avait eu... Alors, ceux qui étaient vous rappelez le discours à la Chambre des communes de 1968, les rivières de sang de... j'ai oublié son nom, enfin le grand député anglais. Il y a eu cette période-là et je voudrais qu'on parle, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens parlent de cette immigration je dirais, massive ou collective, etc., qui du point de vue de la culture, qui du point de vue de l'économie, etc., change la donne et de quelle façon? On en parle tout de suite après cette petite pause avec Nicolas Pouvremonti.
Et si vous voulez réagir sur notre antenne, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Berkov dans tous ses états revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. En 2023, c'est les chiffres de l'INSEE, ce sont les chiffres de l'INSEE, que vous connaissez bien, Nicolas Pouvron-Monti. En 2023, 7,3 millions d'immigrés vivent en France, soit 10,7% de la population totale. 2,5 d'entre eux, soit 34%, ont acquis la nationalité française. Bien. Donc, et alors justement, on parlait de ça hors antenne. En 2023, 47,7% des immigrés vivant en France sont nés en Afrique. Vous disiez, 32,3% sont nés en Europe. Pays de naissance, bon, l'Algérie, le Maroc, le Portugal, la Tunisie, l'Italie, etc. Et est-ce que effectivement, on est entré dans une immigration qu'est-ce qui fait d'ailleurs que la France a le taux le plus, mais de très loin le plus important des pays d'Europe en matière d'immigrés venus d'Afrique? Effectivement, c'est un taux record à plus d'un titre. Alors, il y a les données de l'INSEE qui portent sur toutes les classes d'âge. Les données de l'OCDE, elles, qui s'intéressent aux immigrés entre 15 et 64 ans, nous disent que sur ces tranches d'âge actives, comme on dit, on a 61% des immigrés vivant en France qui sont originaires du continent africain, ce qui est un taux 3 fois supérieur à la moyenne de l'UE. Ça tient à différentes raisons. Ça tient évidemment aux canaux historiques de l'immigration vers la France. Ça tient aussi à un phénomène démographique évident, qui est que le continent le plus vieux du monde, c'est-à-dire le nôtre, l'Europe, se trouve à quelques encablures du continent le plus jeune du monde, qui est l'Afrique. L'Afrique, dont la population a doublé depuis 1990, qui va gagner 1 milliard d'habitants supplémentaires d'ici à 2050, dont la moitié de la population aura alors moins de 25 ans. Avec un indice de fécondité qui est supérieur à 4 enfants par femme et qui est spécialement élevé dans certains pays subsahariens francophones. Je pense notamment au Mali, où l'indice de fécondité est de 6 enfants par femme. Donc de ce point de vue-là, il y a effectivement des dynamiques qui concernent toute l'Europe, dans le sens où l'immigration de l'Afrique vers l'Europe augmente partout, mais elle augmente effectivement de manière spécialement marquée en France. Et ça induit quoi, en fait, du point de vue économique et du point de vue de ce que Dupond-Moretti, l'ancien ministre de la Justice, appelait le sentiment d'insécurité, et pour beaucoup de Français, c'est pas vécu comme un sentiment. Alors, je ne lis pas du tout immigration, insécurité. Il y a des problèmes incontestables, on en a parlé en première partie de l'émission, mais le problème n'est pas là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'expert que vous êtes, Pouvron-Monti, fait que que ce serait d'ailleurs dans n'importe quel sens, à partir d'un certain chiffre, on bascule à autre chose? Alors, il y a différents aspects dans votre question. Sur les considérations économiques, d'abord, là aussi, il y a des enjeux qui existent dans toute l'Europe, mais il y a des spécificités françaises. Et la spécificité française par excellence tient au fait que l'immigration accueillie dans notre pays est globalement moins intégrée au marché du travail et plus pauvre qu'ailleurs en Europe. Vous le dites d'ailleurs, c'est une question que vous avez dit chez Arte. Vous dites, seule la moitié des étrangers extra-européens en âge de travailler occupaient un emploi en France en 2020, soit un taux inférieur de 14 points à celui des Français. Tout à fait. Tout à fait, 51,7% des étrangers extra-européens, donc 14 points de moins que les Français. On pourrait citer d'autres données. On avait, toujours en 2020, presque la moitié des étrangers extra-européens vivant en France qui étaient sous le seuil de pauvreté. Donc c'était le taux le plus élevé d'Europe à égalité avec l'Espagne. C'était 4 fois plus que les citoyens français. Lorsque les étrangers extra-européens sont en emploi, il y a aussi une question de structure de l'immigration en termes de qualification. On avait toujours en 2020 42% des étrangers extra-européens vivant en France qui n'avaient aucun diplôme ou seulement un niveau brevet CEP, donc c'était 26 points de plus que les Français, ce qui implique que le bilan économique et budgétaire de l'immigration mérite, pour dire les choses de manière euphémisée, d'être interrogé à la fois en raison de ce taux d'emploi plus faible, de ce taux de pauvreté plus fort, mais aussi parce que lorsque les étrangers extra-européens sont en emploi, du fait de cette part d'immigrés et d'étrangers peu qualifiés plus forte que les natifs, ils le sont aussi en moyenne plus souvent dans des emplois peu rémunérés, car peu qualifiés, et qui donc contribuent moins au système fiscal. Et c'est vrai que tout ça dessine le profil de flux migratoires qui sont globalement sous-contributeurs et surconsommateurs des dispositifs de solidarité collective et donc des dépenses publiques. Alors, quand un certain nombre de gens disent, parce que l'immigration
extra-européenne, mais autres aussi, en fait, coûte plus qu'elle ne rapporte, c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que il y a les deux. Les uns vous disent, oui, mais attendez, les immigrés prennent, justement, vous parlez, prennent les travaux que les Français ne veulent plus faire, hein, tous les travaux de bâtiments, de voiries, de ceci, de cela. On entend, je schématise et je caricature, mais à peine. Et les autres, ils disent, oui, mais regardez ce qu'on donne, regardez l'aide sociale, l'aide médicale, toutes ces aides-là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire un ratio là-dessus sans passion et sans parti pris? Alors, on peut le faire de deux façons. D'abord, il y a des études globales qui existent à ce sujet. Elles existent à l'étranger. Je pense à l'étude que le Center for Policy Studies, qui est un think tank britannique très influent, a publié au printemps sur l'impact économique de l'immigration en Grande-Bretagne, une sorte de synthèse des études disponibles qui montre que toutes les études réalisées au Royaume-Uni indiquent que le bilan fiscal de l'immigration extra-européenne est négatif, là où pour l'immigration européenne, il y a débat selon les études. Je pense à une publication récente aux Pays-Bas de l'économiste Jan van de Beek qui a chiffré le coût de l'immigration et notamment de l'immigration extra-européenne pour le système fiscal aux Pays-Bas avec un volume complet qui s'additionnait à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliards d'euros sur une période de 25 ans. Dans le cas français, on peut notamment évoquer une étude de l'OCDE qui est parue il y a 3 ans, qui a des défauts et des incertitudes méthodologiques parce qu'on parle des personnes à l'étranger plutôt que des immigrés au sens statistique, parce que tout dépend des périmètres qu'on prend, mais globalement, globalement, sur le scénario le plus complet, incluant à la fois les immigrés eux-mêmes et la première génération de leurs descendants, personne n'est à l'étranger et la première génération de leurs descendants, cette étude arrivait à un coût annuel moyen sur la période 2006-2018, coût annuel net, de l'ordre de 1,4 point de PIB par an. Donc vous voyez, ça fait 35 à 40 milliards d'euros. C'est un tiers des recettes de l'impôt sur le revenu, c'est le budget du ministère de l'Intérieur. On parle là bien d'un coût 35 à 40 milliards d'euros par an. Si on transpose ce ratio de moyenne sur 12 ans au PIB d'aujourd'hui, on arrive à peu près à ça. Évidemment, c'est pas un coût qui peut être résorbé facilement parce qu'on parle bien d'un coût sur 2 générations. Il ne s'agit pas de couper une dépense par-ci ou de réduire le titre de séjour par-là, c'est vraiment structurel. Et ça renvoie à des raisons plus structurelles encore, qui sont la nature de l'immigration reçue en France, plutôt moins qualifiée qu'ailleurs, clairement moins intégrée au marché du travail et plus pauvre par rapport au revenu médian dans le pays. C'est ça. Alors ça, c'est effectivement la partie économique, et on pourrait d'ailleurs vraiment s'appesantir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il n'y a pas eu, juste là-dessus, on a souvent publié, j'ai pas sorti le sonore parce qu'on a beaucoup dit, il y a 40 ans, vous savez, celui qui s'opposait à l'immigration illégale comme à la légale officielle, c'était un certain Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français. Il avait fait un discours très connu, qui a été d'ailleurs repris partout en 1981 ou 80-81, en disant oui, il faut arrêter immédiatement cette immigration parce que ça casse les prix, ça casse les salaires des travailleurs français. C'était ça à l'époque, et beaucoup disaient ça. Et au Parti communiste. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu en fait une espèce d'alliance objective, comme disaient les marxistes, entre le patronat cherchant effectivement des emplois à bas prix, en tout cas un certain patronat, et puis effectivement une volonté d'immigration? Est-ce que ça a joué, et dans quelle mesure et dans quelle proportion ça a joué incontestablement. En vérité, ça a joué dans toute l'histoire de l'immigration en France, avant même l'immigration extra-européenne. Il y a eu une demande, notamment industrielle, très forte dès la fin du 19e siècle. Il n'y a pas toujours eu de l'immigration en France, c'est faux de l'affirmer. Néanmoins, la France a été le premier pays d'Europe à recevoir une immigration à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, une immigration qui était essentiellement européenne et qui correspondait déjà, et elle est restée jusqu'aux années 70, à une demande forte des milieux patronaux, des milieux économiques, et notamment des milieux industriels, un peu aussi des milieux agricoles, mais beaucoup des milieux industriels. Et de ce point de vue-là, oui, moi quand j'entends le président du MEDEF, Patrick Martin, expliquer que la France aura besoin de 4 millions de travailleurs étrangers supplémentaires d'ici à 2050, je l'invite avec énormément d'estime à peut-être pondérer les impératifs de court terme qui peuvent exister dans certains secteurs, qui objectivement ne tourneraient pas aujourd'hui sans main-d'œuvre immigrée, et les effets économiques, budgétaires, fiscaux sur le long terme de cette immigration. S'il y a des consommateurs fiscaux nets, c'est-à-dire des gens qui reçoivent plus de dépenses publiques qu'ils n'y contribuent, c'est qu'il y a aussi en retour des contributeurs fiscaux nets, non des consommateurs mais des contributeurs. Et les entrepreneurs sont par excellence des contributeurs fiscaux nets qui demain seront amenés à payer ce qui pourrait être la facture fiscale d'une immigration trop peu contrôlée. Et qui peut être de plus en plus importante. Absolument. Et alors le second volet, on va en parler juste après cette petite pause. Le second volet, c'est le volet, je dirais,
je dirais pas civilisationnel, mais quand même du point de vue de l'éthique, des valeurs, de la sécurité et autres. J'aimerais qu'on en parle un peu parce que c'est aussi important que l'autre, pour des tas de raisons. À tout de suite. André Berkoff reçoit aujourd'hui dans son face-à-face Nicolas Pouvreau-Monti, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Si vous voulez réagir sur notre antenne, appelez au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Nicolas Pouvreau-Monti, nous parlions de l'immigration, nous parlons effectivement et nous rétablissons, et je crois que vous rétablissez un certain nombre de faits, parce que je crois que là-dessus, il vaudrait mieux aller vers les faits que vers les fantasmes, quels qu'ils soient. Mais justement, on parlait des patrons, de ce qui s'est passé avec la politique du patronat. Parlons des politiques eux-mêmes, parce que là aussi, il y a vraiment, je disais, l'auberge espagnole des fantasmes, ou électoralistes ou autres, sur l'immigration. Et hors antenne, vous me disiez, mais justement, la gauche peut-être passe à côté de son propre électorat, quelque part. Mais de ce point de vue-là, ce qui est très frappant, c'est la situation de double décalage dans laquelle la gauche française s'est mise sur ces sujets. À la fois un décalage avec son propre électorat, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un consensus dans l'opinion. On a toujours entre 2 tiers et les 3/4 des sondés qui estiment qu'il y a aujourd'hui trop d'immigration en France. Oui, que les niveaux... ça va jusqu'à 70, 80%. Absolument, déjà, ouais. ça va jusqu'à 75 et au-delà. Ouais. Alors, c'est vrai de 95% de l'électorat du RN, mais c'est vrai aussi des 2 tiers de l'électorat du bloc central, comme on dit, du camp macroniste. Et c'est vrai aussi de la moitié de l'électorat ELV, d'une petite moitié de l'électorat LFI, qui est complètement invisibilisé. Même d'une moitié l'électorat LFI. Oui, absolument, une petite moitié de l'électorat LFI. Je pense notamment au sondage Odoxa de juin 2023 qui avait été fait suite aux propositions de Bruno Retailleau. On aura l'occasion de reparler de Bruno Retailleau lorsqu'il était président du groupe LR au Sénat. Décalage par rapport à l'électorat de la gauche donc, et décalage par rapport aux réalités de la gauche ailleurs en Europe. C'est-à-dire que on parlait aussi en antenne des sociodémocrates danois qui ont assumé une politique restrictionniste pour certains aspects de leur politique migratoire, l'immigration familiale, l'asile. On évoquait le gouvernement Scholz en Allemagne qui a annoncé le rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures. On pourrait aussi évoquer les signaux envoyés par Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui a annoncé vouloir s'inspirer de la politique italienne. Étonnant d'ailleurs, paradoxal. Il n'était pas comme ça il y a encore 6 mois. Non, absolument. Mais il faut dire que Keir Starmer arrive dans une situation migratoire britannique qui est, pour employer un terme familier, assez hallucinante. C'est-à-dire que en 3 ans, le Royaume-Uni a reçu une immigration nette de 2 millions de personnes. En 3 ans En 3 ans, absolument. Entre 2021 et 2023. Ce qui est absolument inédit, c'est le record absolu. On a aujourd'hui environ 20% de la population de l'Angleterre qui est née à l'étranger, ce qui est plus qu'aux États-Unis, par exemple. Il y a des villes anglaises qui sont en majorité immigrées aujourd'hui. Et il y a des quartiers et des villes anglaises où ces phénomènes se concentrent de manière spécifique. De ce point de vue-là, il y a eu clairement une forme non pas de trahison, peut-être de trahison du point de vue de l'électorat, mais de déception post-Brexit, puisque l'immigration avait été au cœur de la campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Oui, bien sûr. Et le résultat a été une accélération de l'immigration, parce que le gouvernement britannique a mis en place des dispositifs légaux d'accès au territoire qui ont suscité ça, et un remplacement de ce qui était une immigration essentiellement, en tout cas pour beaucoup européenne dans les années 2000-2010, Europe centrale notamment, par une immigration plus largement extra-européenne. Et alors, en France, quid de la France de ce point de vue-là ? Je veux dire, donc aujourd'hui, donc effectivement, il y a une espèce de totale contradiction entre effectivement ce que disent les politiques et ce à quoi on assiste sur le terrain. Et vous rappelez les chiffres des sondages qui sont quand même très parlants de ce point de vue-là. Il est possible qu'une part des responsables politiques se sentent désemparés par ce qui est objectivement une perte de contrôle de leur part sur ces questions. Dans un rapport de 2018, la Cour des comptes estimait qu'on avait seulement environ la moitié des titres de séjour accordés en France qui correspondaient à une vraie décision politique. Globalement, c'est l'immigration professionnelle. C'est 17% du total des primo-titres accordés l'an dernier. Et c'est l'immigration étudiante, sur laquelle on se fait parfois des fantasmes positifs ou négatifs, mais c'est aussi parfois une voie détournée d'immigration irrégulière. Et aujourd'hui, alors, vous dites le choix de... Et aujourd'hui, donc, il y a une, si je puis dire, un sentiment de perte de contrôle des politiques sur ce sujet, et ça peut amener à ce qui se révèle être trop souvent un échange de slogans. C'est-à-dire quand on a perdu vraiment la capacité de maîtrise sur les flux, on fait de la mousse, on fait de l'affichage, mais fondamentalement, je pense qu'une part d'entre eux se sentent démunis. Si on prend 2 canaux d'immigration majeurs, l'immigration familiale et l'asile, on a là 2 canaux qui sont pour l'immigration familiale quasi complètement, et pour l'asile complètement en dehors du contrôle du politique. C'est-à-dire qu'on a... C'est l'Europe. C'est les traités internationaux, dont les traités européens, mais c'est aussi d'autres traités, je pense à la Convention de 51 sur les réfugiés.
Et en aval, on a les juges, notamment les juridictions administratives, qui interprètent ces traités. C'est ce qui fait par exemple que cet été, la Cour nationale du droit d'asile a estimé que l'ensemble des femmes et des jeunes filles afghanes appartenaient à un groupe social susceptible d'être protégé comme réfugiés en France. Donc vous voyez, ça fait quasiment 20 millions de personnes. Pas mal. Sachant qu'avec l'asile vient ce qu'on appelle la réunification familiale, qui est une forme maximaliste du regroupement familial, sans critères de logement, de ressources, etc. Donc je pense que les politiques se sentent démunis, globalement. Alors justement, on a un certain nombre de... Merci Marie. On a César qui nous appelle de Bayonne. Bonjour César. Bonjour. Voilà. Oh, César, on vous entend mal. Si vous avez un haut-parleur, enlevez-le parce qu'on vous entend mal. Allez-y César, on vous écoute. Là, vous m'entendez mieux là ? Oui, là on vous entend mieux, oui. Alors je me mets là. Voilà. Alors bonjour à toute l'équipe de Sud Radio et bonne rentrée André Berkoff. Merci. Alors, d'abord, je suis très content de prendre la parole. Je trouve que le sujet de l'immigration, même si c'est politique, c'est un des beaux sujets. Ah là là, on vous entend mal, on vous reprend César, restez avec nous. On va prendre Richard. Oui, on a Richard de Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. En fait, j'avais une question, je pense que je pense que vous auriez donné la réponse. Je pense que c'est un pays qui a une forte cohésion, qui peut affronter des grosses crises en fait, et ça sans finir en guerre civile. Et j'ai appris il y a une dizaine d'années qu'avec des fuites de Wikileaks, les Néo-Zélandais n'avaient pas apprécié du tout que la CIA étudie la possibilité de déstabiliser la Nouvelle-Zélande via la population maori. En fait, ma question, c'est est-ce que derrière nos politiques ultra-laxistes sur l'immigration, est-ce qu'ils font pas le jeu indirectement, pour dire aujourd'hui le maître du jeu, c'est l'Empire, hein, c'est les États-Unis, est-ce qu'ils font pas le jeu des États-Unis pour fragiliser des pays qui seraient soumis au diktat de l'Empire, entre guillemets, hein, en cas de grosse crise ou en cas de politique migratoire est peut-être manipulée par les États-Unis, c'est ça un peu. Tout à fait, ouais. Richard, vous en pensez quoi, Nicolas Pouveau-Ponty ? En tout cas, la politique migratoire est aussi un enjeu géopolitique, très clairement. De ce point de vue-là, moins qu'aux États-Unis, je pense à un certain nombre d'États d'origine des populations immigrées et qui ont un degré de contrôle sur leur diaspora en France et en Europe qui est plus ou moins fort, mais qui peut être assez fin. La Turquie, par exemple. La Turquie est l'exemple type. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'encadrement très fort de la Turquie sur ses diasporas partout en Europe et notamment en France, avec le système des imams détachés, hein, qui dépendent assez largement de la Diyanet, qui est le ministère turc des affaires religieuses, avec un ensemble d'associations. C'est vrai pour l'Algérie, c'est vrai pour l'Algérie, c'est vrai pour le Maroc. La Turquie est quand même le cas extrême en termes d'encadrement, mais c'est vrai pour d'autres États. Et ça pose évidemment des questions de souveraineté. Je ne sais pas si ça répond à la question de votre auditeur. Non, je crois que ça répond tout à fait. Si, oui. Merci Richard, merci. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose, Richard, non ? Non, c'est en fait que c'est plutôt de rappeler aux gens que la très très grande majorité des guerres sont des guerres initiées à l'intérieur des pays par des mouvements de division ethnique. Ça, hélas, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, Richard, ouais, vous avez raison. Je pense qu'André, vous en savez quelque chose. Juste, je voudrais rappeler ce qu'a dit Bruno Retailleau, vous savez, dans son interview hier avec Darius Rushman, je crois, oui, sur BFM, sur LCI, pardon. L'immigration n'est pas une chance, vous avez la fameuse immigration chance pour la France, ni pour les migrants qu'on ne peut pas accueillir décemment, ni pour les Français. Et juste, en retweetant ça, l'écrivain Laurent Berton, qu'on avait reçu avant-hier, disait ceci. Il dit, ok, Retailleau, dit Laurent Berton, a globalement dit les termes hier sur LCI. Reste à voir ce qu'il voudra et surtout pourra faire contre son président, ses collègues, l'État, le Conseil constitutionnel, l'administration, l'Union européenne, les juges, le droit international, etc. Est-ce que c'est vraiment ça, la situation ? Est-ce que, par exemple, quelqu'un en politique en France qui voudrait avoir disons un contrôle, une politique de contrôle plus accrue par rapport à l'immigration, se verrait tous ces barrages levés contre lui? Ce qui est certain, c'est que Bruno Retailleau, qui incarne une ligne assez définie sur les sujets d'immigration, qui peut se résumer dans la volonté de réduire les flux reçus en France, agit aujourd'hui dans un cadre qui est contraint en plus d'un titre. Il est contraint par
les grandes entraves juridiques que j'évoquais, le droit international, le droit européen, auquel Bruno Retailleau avait d'ailleurs proposé que la France puisse déroger. C'était la nature de la proposition de loi constitutionnelle qu'il avait déposée au Sénat au printemps 2023. Et contraint aussi évidemment sur le plan politique. On sait que là-dessus les majorités dans l'actuelle Assemblée sont incertaines, mais même dans le cadre très contraint qui est le sien, il dispose de leviers d'action, et il en dispose notamment parce qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il dispose d'un pouvoir réglementaire, pour n'évoquer que 2 aspects. La régularisation des étrangers en situation irrégulière. Aujourd'hui, on reste sous le régime de la circulaire Valls de 2012. Demain, le ministre Retailleau peut donner des consignes très différentes en matière il a une marge de manœuvre. Il a une marge de manœuvre, absolument. Des consignes très différentes. Et une circulaire qui, du coup, n'a pas besoin d'être approuvée par l'Assemblée ou par une majorité parlementaire. Et peut-être un deuxième exemple sur les acquisitions de la nationalité française. On sait que depuis l'an 2000, il y a 3 millions de personnes qui ont acquis la nationalité française. Une part importante de ces acquisitions sont des naturalisations par décret, c'est-à-dire qui sont sous l'entier contrôle du politique. Le ministre de l'Intérieur et le gouvernement peuvent aussi décider de réduire le volume de ces naturalisations par décret, par exemple en renforçant la vérification d'un critère qui reste présent dans le droit, qui est le critère d'assimilation, et qui aujourd'hui n'est vérifié que superficiellement dans les procédures de naturalisation. C'est le moins que l'on puisse dire, effectivement. Est-ce que nous avons César ? Oui, normalement, ça devrait être bon, là. Oui, alors César, on vous écoute. Alors d'abord, bonjour André Berkoff et bonne rentrée à toute l'équipe de Sud Radio. Merci. Merci César. Alors je vous remercie beaucoup de me donner la parole parce que ce sujet de l'immigration, je trouve que c'est l'un des plus beaux sujets, malgré les polémiques, je trouve que c'est l'un des plus beaux sujets de compréhension pour les citoyens, de tous les pays d'ailleurs, parce que c'est plein de compréhension et comme dit Bruno Retailleau, on peut, et comme le faisait d'ailleurs comme le souhaitait Jean Jaurès, comment il s'appelait, Georges Marchais, que vous rappelez souvent, ou même Karl Marx, comme vous le dites souvent, on peut tout à fait, surtout Bruno Retailleau l'a rappelé, on peut tout à fait faire de l'humanisme et de la fermeté. Alors moi j'ai écrit un bouquin, et si vous permettez, j'ai une proposition qui est dedans à ce sujet, parce que ça fait 2 ans que je vous écoute et j'ai trouvé un truc. Alors en fait, moi je pense que d'abord la plus grande légitimité à ce sujet-là serait qu'on fasse un référendum. Vous savez ce fameux outil là dans les démocraties. Oui, on en avait entendu parler en 2005 et depuis ça a disparu, on ne sait pas où c'est le monstre du Loch Ness, mais c'est quelque part. Ça se fait dans les républiques, vous voyez, en Suisse par exemple, ils votent. Voilà. Donc un référendum, César. Et puis, mais attention, un référendum précis, c'est-à-dire réponse A, est-ce que vous voulez 10 000 migrants par an pendant les 5 prochaines années? Réponse B, est-ce que vous en voulez 30 000 pendant 5 ans? Et réponse C, est-ce que vous en voulez 100 000? Et en fait, le peuple vote. Il vote soit réponse A, soit réponse B, soit réponse C. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une petite immigration qui est proposée, une moyenne ou une grande, qu'on appelle l'immigration de masse, et le peuple vote et son choix doit être respecté. Et en fait, l'idée, c'est de voter en fait tous les 5 ans pour la quantité de migrants professionnels, l'immigration professionnelle, comme a dit le monsieur. Comme ça, le peuple, il peut jauger tous les 5 ans, à chaque nouveau président, la quantité de migrants que l'on veut. Et que le pouvoir politique suive, bien sûr, à ce moment-là. Et que le pouvoir politique suive. Les recommandations de la majorité. Mais j'ai une deuxième proposition qui est importante là-dessus, parce que en fait, il faut aussi pouvoir voter tous les 5 ans pour le président du Conseil constitutionnel. Parce que Laurent Fabius, il est très gentil, Laurent Fabius, mais malheureusement, il n'a pas été élu par le peuple. Tout le monde sait que c'est un socialiste qui est très ami avec tout un tas de gens qui ne plaisent pas à plein de gens. Et donc, il faudrait pouvoir voter pour un président. Donc moi, personnellement, je conseille Maître Carlo Brusa comme président du Conseil constitutionnel. Attendez, on va pas aller, je comprends. Non mais César, vous avez tout à fait les droits. Nous allons peut-être faire un référendum nous-mêmes à Sud Radio et on va vous consulter. Ça, c'est clair. Non mais c'est intéressant, là c'est intéressant, Nicolas Pouvremonti. Effectivement, dans tout ce que on vient de décrire et dans l'état des lieux, on consulte jamais le peuple. Ça n'existe pas, je veux dire. L'immigration, c'est très clairement le sujet le plus au cœur de ce qu'on appelle parfois la crise démocratique, c'est-à-dire là où l'écart entre la masse, le consensus de l'opinion publique et le consensus des dirigeants politiques, si tant est qu'il subsiste, est le plus marqué. L'arme du référendum en matière d'immigration, on en parle beaucoup. On dit notamment qu'elle pourrait être amenée à aller au-delà du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel, parce que on pense notamment à ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel en 62, lorsque De Gaulle avait convoqué un référendum dans des conditions juridiquement troubles. Le Conseil avait estimé que quand le référendum parle, c'est le souverain qui parle et que donc lui ne se prononce pas. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que le Conseil aurait la même jurisprudence si on tentait un référendum. C'est clair. Et de ce point de vue-là, votre auditeur a mis le doigt sur un point important qui est l'enjeu de la question posée au référendum.
c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que ce sujet de l'immigration ne se résume pas à une question. Un référendum, ça pourrait prendre la forme d'un référendum sur un projet de loi particulier avec un ensemble de mesures. Mais la vraie difficulté, c'est que le référendum ayant trait à des mesures législatives, j'y reviens, aujourd'hui il y a un ensemble de contraintes qui tiennent notamment au droit international et européen. Et pour faire un référendum, ça demande un certain nombre de conditions à remplir. Absolument. On se retrouve après une toute petite pause. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. C'est pratiquement, à mon avis, la seule radio où tout le monde peut s'exprimer. Merci. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de rare. Sud Radio, parlons vrai. Chez Netto, profitez chaque semaine de 1000 prix imbattables garantis. Et vous, Paul, en quoi êtes-vous imbattable? Je suis le champion de la liste de courses. Avec moi, il ne manque jamais rien. Et puisque chez Netto, on est imbattable sur 1000 prix, vous êtes certain de toujours faire des économies. Trop fort. Imbattable même. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. Incroyable, formidable, imbattable. Ça, c'est la liste de tout ce que j'ai envie de vous dire. Oh, mais merci, Netto. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Plus d'infos sur netto.fr. Sud Radio Agen. 102.3. Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkov reçoit aujourd'hui Nicolas Pouvremonti, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Je vais y arriver, de la démographie, pardon. Et nous avons un auditeur, Claude, qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour, bonjour André Berkov, bonjour à toute votre équipe et bonjour à votre invité. Bonjour. Moi, j'appelle ce qui m'a le plus frappé dans ce qui a été dit, c'est le rôle que veut se donner maintenant la Commission européenne sur la gestion des migrants, et plus exactement sur, en l'absence de possibilité de gestion des migrants, sur la répartition au niveau des États membres. Et ce que je voudrais dire, c'est que d'une part, les États membres sont différents au plan de leur démographie. C'est-à-dire que la natalité est encore très élevée chez nous relativement à certains autres. En revanche, nous avons, nous, un nombre très important, plus important même, de migrants non employés aujourd'hui par rapport au déficit de notre marché du travail. Par conséquent, la gestion simplement de ce que... Alors, pardonnez-moi de prendre le terme statistique de stock, mais je veux dire, si on prend le stock des personnes qui résident chez nous sans travail, venant de l'étranger, par rapport au stock d'emplois pour voir, on est déjà largement excédentaire, donc on n'a pas besoin d'immigration supplémentaire, c'est complètement injustifié. Et alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que si vraiment l'Europe met ce qui a été dit en place, il faut qu'on refuse, nous. Ensuite, quand on nous dira, vous devez payer, il faut qu'on refuse de payer. Je rappelle qu'on est contributeur net au niveau européen, c'est-à-dire que si nous, on ne paye pas, l'ardoise augmente pour les autres, et les autres, aujourd'hui, ça se résume surtout aux Allemands et aux Italiens. Et donc, je veux dire qu'on a quand même un moyen de pression. Si c'était pas la faiblesse de la situation politique due à Emmanuel Macron, on va pas épiloguer là-dessus, Claude. On a bien compris. Vous dites et refusons de payer. Et le problème, c'est est-ce qu'il y a une majorité pour refuser de payer? Quand je dis une majorité politique, Nicolas Pouvremonti. Il y a effectivement une question majeure de rapport de force au sein des États membres et notamment au sein de la sphère politique française, et ensuite de rapport de force entre les États membres. La Commission, elle est face à une réalité incontestable qui est que l'Europe vient de connaître une décennie de tous les records en matière d'immigration. En 10 ans, le nombre annuel de premières demandes d'asile enregistrées dans l'UE a été multiplié par 3. On a reçu par 3 en 10 ans. Par 3 en 10 ans. On a reçu 1 million de premières demandes d'asile dans l'UE l'an dernier contre 330 000 en 2013. Sur une décennie, 2013-2023, l'Union européenne a reçu 8 millions de primo-demandeurs d'asile sur son sol. En termes démographiques, c'est un peu comme si elle avait accueilli un nouvel État membre entièrement composé de demandeurs d'asile, qui serait le 15e par la taille de sa population. La Pologne, la Hongrie. Ce serait le 15e par la taille de sa population, juste après l'Autriche, juste avant la Bulgarie. Donc c'est un phénomène qui est vraiment massif. Et la vraie difficulté, c'est que les mesures de répartition et d'autres mesures du pacte sur la migration et l'asile, qui pour certaines d'entre elles sont plutôt de bon sens, je parle ici pas de la question de la relocalisation, ne se mettent pas dans la position de réinterroger la prémisse qui est celle de cette accélération de l'immigration. Il y a cette idée qu'il faut mieux la gérer, il faut mieux la répartir, mais finalement, est-ce que la solution pour l'Europe, et notamment pour pallier à son déclin démographique, c'est uniquement l'immigration toujours plus nombreuse, ou est-ce que c'est pas aussi une relance démographique européenne dans laquelle l'UE pourrait jouer un rôle utile ? C'est une des vraies questions. Merci Nicolas Pouvremonti, vous reviendrez. Je rappelle, Marie, cofondateur. Moi, je peux rappeler, oui, bien sûr, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Et là, je le dis bien. Merci beaucoup. Formidable, merci à vous.